Bonsoir à tous. Donc le débat sur les migrants va commencer, donc si vous pouvez bien prendre place. Merci. Alors, donc, on est vraiment très heureux de vous accueillir ce soir donc, pour cette rencontre donc, qui vient conclure en fait un temps d'exposition donc, sur une exposition photographique donc, qui s'appelle Que fais-je ici, donc le regard porté sur les migrants, donc, qui est menée en partenariat avec le Conseil général du Pas-de-Calais et donc les éditions Leitmotiv. Voilà, donc on est vraiment très heureux d'accueillir ce soir Haïdé Sabéran, donc, qui pourra se présenter tout à l'heure, donc, qui est auteur d'un livre justement sur les migrants dans la région. Donc, Geoffroy Defresne, journaliste, Nadège Fagou, donc, qui est la photographe qui a réalisé l'exposition, et François Annick, donc, qui animera, modérera la soirée. Voilà, donc avant de vous passer la parole, donc, je vais vous passer la parole peut-être pour présenter un peu la démarche des éditions. Et encore une fois, merci à tous d'être présents et je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être venus encore si nombreux. En fait, on est toujours très très bien reçus dans ce circuit de médiathèque qu'on entame et qu'on continue dans le Pas-de-Calais, grâce à la médiathèque départementale du Pas-de-Calais, donc qui nous accueille de médiathèque en médiathèque depuis à peu près 6 mois. C'est l'occasion pour nous de présenter effectivement nos éditions qui sont basées autour de la photographie, autour surtout de la danse entre les photographies et les textes. Là, sur le travail de Nadège Fagó, on est en train de rechercher un écrivain qui puisse s'accorder avec le travail photographique de Nadège. Et deux autres expositions sont en ce moment donc présentes dans les autres médiathèques, les autres espaces culturels du département. C'est l'exposition Un rideau d'arbre autour du travail de Richard Baron avec l'écrivain Olivier de Solignac et Marin, qui est un travail de Xavier Boirol, photographe suisse, sur les jeunes qui se lancent dans le métier si difficile de marin. Voilà. Donc on essaye comme ça de faire connaître des thématiques qui sont principalement portées par la photographie, en tout cas au sein de notre agence et maison d'édition Leitmotiv. Voilà, merci à vous et je passe la parole à François qui va engager le débat. Merci Eric. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci d'être si nombreux ce soir pour cette soirée qui est centrée autour de l'exposition de Nadège Fagó dans le cadre de Leitmotiv s'expose. Une exposition qui a pour thème « Que fais-je ici ?» Question éminemment philosophique, qui a d'autant plus d'actualité quand il s'agit des migrants, puisque là, ce qui nous intéresse ce soir, c'est le regard justement porté sur les migrants. Alors quand on parle de regard porté, on pense bien sûr au photographe justement qui porte son objectif sur ces migrants. C'est aussi un regard de journaliste avec Haïdé Sabéran qui porte depuis longtemps maintenant un regard sur les migrants, mais c'est aussi la possibilité d'aider à porter un regard singulier sur sa propre vie de migrant, et ça c'était le travail de Geoffroy Defresne avec Walid Mouhamadi d'une certaine manière. Alors, on parle donc des migrants, mais finalement c'est un terme générique qui ne veut pas dire grand-chose. On parle dans certains endroits des Afghans, on parle des Kosovars, on parle des Roms de la même manière. En général, ce sont des termes génériques pour parler de l'autre. En tout cas de celui qui n'est pas comme nous. On parle de cette façon-là des sans-papiers, des sans-refuge, des clandestins, de ceux qui vivent sans manteau ni parole, pour reprendre une citation d'Haïdé Sabéran, les cachés, les traqués, les coursés, les ombres qui viennent de pays en guerre ou d'oppression ou de l'histoire difficile et qui se retrouvent dans cette France et cette volonté de se rendre invisible, voilà, avec un chemin qui peut les conduire vers l'Angleterre, puisque c'est souvent la destination rêvée. C'est pas toujours la destination finale. En tout cas, c'est une destination qui passe par la région. On pense à Calais, on pense aussi à beaucoup de villes de la région et d'endroits de la région qui accueillent, ou qui n'accueillent pas d'ailleurs, mais qui reçoivent la visite de beaucoup de ces gens qui passent. Voilà, c'est pas une nouveauté, on voit une évolution tout de même. On a longtemps parlé d'un centre qui était à Sangatte,
on en parlera avec AIB. On en parle régulièrement quand il s'agit de traverser la Manche, soit sur des embarcations frêles, soit quand on tombe d'un camion, soit quand... Voilà, c'est toujours dans une actualité un peu phénoménale, on va dire, mais c'est une réalité en tout cas, qui est un quotidien. Voilà, donc on se demande justement à travers les migrants aujourd'hui quel regard l'on porte lorsqu'on est artiste, lorsqu'on est écrivain, lorsqu'on est journaliste, mais aussi quelle peur stigmatise ces populations dans une France et dans une Europe qui s'est repliée un peu sur ses murailles de Schengen, dans un quotidien de crise et qui du coup a peut-être du mal à accepter l'autre. Pour commencer, donc Nadège Fagot, ce travail de photographie que l'on a ici, c'est une galerie de portraits de migrants qui ont entre 12 ans et 36 ans, donc 12 ans quand même, c'est l'adolescence, le début de l'adolescence, on imagine un peu tout ce parcours, jusqu'à 36 ans. Sur cette question « Que fais-je ici ?», on met un visage sur des parcours, on met un visage mais aussi des mots, puisque c'est un travail que tu as mené avec Émilie Le Nanker. Alors comment ça s'est passé ce travail à deux voix, puisqu'il y a la voix photographique et la voix écrite? Est-ce que c'est un travail que vous avez mené à deux? Est-ce que tu es venu après l'écriture? Est-ce que c'est un entretien que tu as passé avec ces différentes personnes? Voilà, comment ça s'est passé? Oui, alors en fait, on a rencontré ensemble chacun des migrants qui acceptaient de témoigner. Et pendant qu'Émilie les interviewait sur leur parcours, moi je les photographiais. Voilà, le choix de faire des portraits aussi serrés sur eux, c'était pour essayer de parler du problème des migrants, mais à travers des images, enfin, des histoires singulières et des récits personnels. C'est pour ça qu'on a fait le choix effectivement d'être dans des portraits très serrés, d'être centrés sur les visages. Et aussi, comme tu disais tout à l'heure, l'âge des migrants, en tout cas ceux que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Bailleul, c'était essentiellement des jeunes, voire des très très jeunes. Et donc ça nous semblait intéressant de mettre vraiment en avant cette jeunesse. Alors, on voit des portraits, on voit aussi des textes. Des fois, il y a des textes sans portrait. Est-ce que c'était facile de prendre en photo ces personnes justement qui, des fois, pour essayer de vivre et de survivre, fuient aussi les objectifs? Oui, c'est pour ça d'ailleurs que certains textes sont dissociés des portraits, parce que certains des migrants avaient peur d'être photographiés et ont préféré témoigner sans être photographiés. Donc c'est ce qui explique les textes tout au bout. Pour ce qui est des textes qui sont sur les portraits, on a fait le choix de n'extraire que des courts extraits des entretiens. Parce qu'en fait, on avait déjà en tête de faire une expo qui serait le support de débat pour parler du problème des migrants. Et donc on voulait juste donner des bribes qui puissent nourrir un débat. Débat que l'on aura ensuite, une fois que chacun se sera présenté. On va bien sûr ouvrir la discussion à tous ceux qui souhaitent parler. Donc c'est interview à deux voix, comment on photographie ça, on l'a dit. Est-ce que c'était facile, toutes les deux, de justement entrer en discussion, en empathie avec ces parcours, et puis est-ce que c'était facile pour eux d'aller vers vous aussi, de parler de leur parcours à eux? Non, en effet, ça a été très compliqué. Il y avait déjà la barrière de la langue, et c'est pour ça que je me suis associée avec Émilie Le Nanker pour ce travail, puisqu'elle est professeure d'anglais, donc elle pouvait traduire un peu plus facilement mes questions et leurs réponses. Alors ça n'a pas été évident parce qu'il a déjà fallu les convaincre, leur expliquer, leur question c'était surtout qu'est-ce qu'on va faire de leur récit et de leur témoignage. Et une fois qu'on les avait convaincus, on s'isolait en général dans une des tentes du campement pour avoir un petit peu plus d'intimité.
Et là, on les questionnait sur leur récit, mais c'est vrai que ça a été difficile parce que c'était plein d'émotions. Et beaucoup d'entre eux étaient là aussi pour faire une pause médicale, mais aussi psychologique. Et ça a été difficile parce que certains ont craqué, par exemple, en racontant leur parcours et en parlant notamment de leur famille ou des proches qu'ils ont laissés en Afghanistan essentiellement. On parle de porter le regard, il y a un regard artistique, on voit le travail sur la lumière, on voit le travail sur une certaine manière de poser aussi le visage. Est-ce que c'est pas difficile justement d'être dans l'esthétique quand on est sur des vies aussi difficiles, aussi chargées? Oui, c'est une question que je me suis posée avant de démarrer la série. Et c'est vrai que c'était délicat d'envisager les portraits avant de se retrouver face à eux. Et puis finalement, comme on a fait le choix de faire des photos pendant les interviews, ça s'est passé assez naturellement. Et j'ai essayé de me faire assez discrète. Et c'est pour ça qu'on en voit certains, par exemple, un peu perdus dans leurs pensées. Parce que j'ai profité des moments de pause pour les photographier. Voilà. C'est donc une série de photos qui s'est faite en 2009. Est-ce que tu es reparti à Bayonne ou ailleurs, essayer de voir un peu comment ça a évolué? Est-ce que tu as encore des liens avec les personnes que tu as rencontrées? Alors, j'habite Bayonne, donc j'ai gardé contact notamment avec l'association qui accueillait ces migrants, parce qu'on était avec Émilie là aussi par conviction et par militantisme avant d'être là en tant que photographe. J'ai gardé contact avec quelques-uns des migrants qui sont notamment repassés à Bayonne, et ceux qui ont réussi à passer en Angleterre, avec lesquels on est en contact notamment via Facebook. Ça m'en est pas mal. Dans les dialogues et dans les paroles recueillies, on voit différentes positions aussi qu'on peut voir d'ailleurs dans les regards, des regards d'espoir et d'autres qui sont beaucoup plus dans une position un peu fataliste. On voit certains qui rêvent d'ailleurs, Finlande par exemple, et d'autres qui disent par exemple, si j'avais su, quand j'étais encore en Afghanistan, que l'Europe était ainsi, je ne serais pas venu. On voit ce désespoir, cet accompagnement qui est parfois difficile. Un accompagnement que Geoffroy Defresne a fait avec Walid Mohammadi, donc pour ce livre de Kaboul à Calais. D'ailleurs, dans l'exposition, on voit beaucoup d'Afghans, qui a un lien aussi là. C'est d'une certaine manière un récit de voyage, voyage de Kaboul à Calais, d'un adolescent, il part à 15 ans, il écrit ce livre, il a 22 ans, je crois. 14 ans. Et donc, on voit dans ce récit toute la difficulté de partir, le nombre de fils qu'il a fallu rompre pour prendre le chemin, et la difficulté aussi de vivre en Afghanistan dans ces conditions. Comment s'est passée en fait cette rencontre avec Walid? C'est lui qui t'a sollicité? Non, pas du tout. Je disais tout à l'heure que Nadège, que les migrants étaient souvent réservés, hésitaient à parler, etc. Il fallait rentrer en empathie avec eux, les amadoués. Wally, en fait, au départ, c'est pas du tout avec lui que j'aurais dû faire un sujet. J'étais parti en reportage en fait pour Le Monde. Alors je précise que l'idée pour Libération a beaucoup plus travaillé quelques mois sur les migrants. Moi j'ai fait relativement peu de reportages, que Le Monde est spécialiste de l'immigration, qui a changé d'ailleurs. Et à l'époque, donc j'intervenais que ponctuellement. Mais il venait d'avoir un viol d'une étudiante canadienne dans ce qu'on appelait encore la jungle, qui a été démantelée sous Sarkozy ensuite. Et donc, Le Monde souhaitait que je fasse une pleine page là-dessus. Je leur ai dit, on a ras-le-bol de faire toujours des sujets sur des choses comme ça, des choses négatives, il y en a, mais relativement peu par rapport à plein d'autres histoires. Donc, je suis parti en quête d'une autre histoire, ils m'ont quand même laissé faire ce que je voulais. Et donc, je voulais trouver
d'une famille d'accueil en fait, de migrants. Donc c'est comme ça que je suis tombé sur le lieu qui était cette famille d'accueil de Wally, qui lui avait servi de tuteur, puisqu'on ne peut pas adopter un enfant d'une république islamique. Donc, et qui sont des gens qui travaillent pour la Ligue des droits de l'homme près de Calais. Voilà, donc je suis allé les rencontrer et je suis tombé sur Mustapha qui revenait du collège ou du lycée, je ne me souviens plus, qui était le petit frère donc, de Wally, qui était en plein ramadan en plus, donc il était fatigué, il est arrivé, il n'a pas beaucoup parlé, il est parti se coucher. Donc j'ai surtout parlé avec les parents, par l'accueil, cette famille. Et Wally est arrivé, c'était un vendredi soir, je suis resté encore beaucoup plus tard que ce que je l'imaginais. Il faisait nuit quand je suis parti, c'était pourtant. Et Wally est arrivé de Lille en voiture en fait, parce qu'il venait passer le week-end, il travaillait en boulangerie à Carrefour à Lille. Il venait passer le week-end chez ces personnes. Et il a été très froid avec moi, parce qu'il s'est demandé c'est qui cet inconnu qui est là, etc. Il devait bien connaître cette famille d'accueil, très accueillante, parlant beaucoup de ces sujets-là, tout ça. Alors je me suis dit peut-être que ça l'agace, qu'on raconte sa vie pour lui. Et donc on a eu 2-3 mots, mais relativement froids, quoi. Et en fait, c'est pas du tout moi ni Wally qui avons eu l'idée de faire le livre, même si Wally avait pris déjà des notes. C'est en fait un éditeur, chez Robert Laffont, en fait, c'est Nicole Lattès, la patronne des éditions Robert Laffont, qui m'a appelé après avoir lu l'article, qui m'a demandé si je voulais en faire un livre. J'ai dit, c'est surtout à Wally qu'il faut le demander. Donc Wally a hésité, et on est allé à Paris. Non, le premier contact, c'est moi qui suis allé les voir. Puis voilà, puis c'est comme ça, il a hésité, mais au bout de 2 mois, ça s'est réglé. Donc l'article était paru en septembre 2008, et en novembre 2008, on était d'accord. Et on a commencé à travailler ensemble sur des interviews rapprochées, enfin, par semaine, qui ont duré 6 mois, et le livre est sorti fin 2009. Voilà. Donc au départ, c'était pas du tout. Wally n'a jamais voulu devenir une star. D'ailleurs, il est souvent gêné quand on parle du livre encore. Et moi, je lui ai proposé de venir aujourd'hui, et là, il ne m'a pas répondu, alors pourtant, on se voit encore très souvent. Voilà. J'ai répondu à ta question. Oui, tout à fait, mais un peu plus. Un peu plus. Mais justement sur ton travail, on peut constater ton travail, parce que c'est pas une interview, c'est pas un entretien, même un long entretien, c'est un récit. Donc du coup, il y a un vrai travail d'écriture aussi. Oui, donc c'est un travail d'interview, enfin c'est vraiment un travail de journaliste à la base, c'est-à-dire que je l'ai interviewé, j'ai pris des notes manuscrites. Moi, je n'aime pas enregistrer, parce que je trouve que ça casse beaucoup de choses en empathie d'une discussion, donc j'ai pris des notes. On se voyait chez moi, parfois chez lui, mais plus chez moi en général, au moins 1 fois par semaine, parfois 2 fois par semaine, pas plus de 3 heures, parce que c'était épuisant, et bizarrement épuisant pour moi, et émotionnellement pour lui, parce que lui, il montrait très, très peu son émotion. Quand il y avait des choses dures, il ne les disait pas, ou il ne les disait pas tout de suite, quoi. Mais je ne l'ai jamais vu, on parlait tout à l'heure de migrants qui trouvaient la même chose. Bon, en même temps, il était en France depuis plusieurs années. Quand je l'ai rencontré, il était déjà devenu français d'ailleurs. Voilà, il est arrivé à 14 ans. Il y a eu une barrière de la langue, c'était moins. Non, oui, il a des petites difficultés encore en français, mais enfin, oui, on se parlait bien sûr en français, donc c'est quand même facile, quoi. Et donc voilà, c'était un travail d'interview. Et après, par contre, il fallait effectivement, c'était l'éditeur qui souhaitait ça, il fallait en faire un récit de vie qui était écrit un peu comme un roman à la première personne. Parce que c'est vrai qu'il y a des dialogues, etc. Donc là, il y avait un travail d'écriture, mais bon, l'éditeur est là derrière aussi pour aider. Hein. Parce que forcément, dans le journalisme, c'est pas ça, quoi. Donc il a fallu reconstituer les dialogues. Donc tout ce qui est dans le livre est forcément vrai, c'est son histoire qu'il m'a raconté longuement. Après les dialogues, forcément, il faut que je les réinvente en les écrivant. Donc là, c'est un travail d'écriture, quoi. Et tout ça validé par Wally, parce que évidemment, au fur et à mesure que j'écrivais, je lui envoyais, et parfois il me disait non, c'est pas tout à fait comme ça que la conversation s'est passée. Lui-même, il se contredisait, parce que la mémoire, elle est sélective pour tout le monde. Hein. Donc du coup, il y avait des choses qui lui revenaient plus tard. Et, de toute façon, il y a eu 3 versions du texte, parce qu'à chaque fois, on est revenu dessus. L'éditeur m'a demandé de réécrire complètement la première version. Enfin, voilà, donc ça a été quand même très long. Mais en même temps, alors ça lui a servi peut-être de thérapie aussi, parce que je pense qu'il y avait des choses qu'il n'avait encore pas racontées, qu'il m'a avoué plus tard, d'ailleurs, que j'ai réintégré dans le texte. Il y a des choses
peu édulcoré, notamment quand il parle un peu de ses premiers homosexuels, etc. en Europe. Il y a des choses, il a voulu qu'on les modère. Ces histoires avec les filles aussi en Europe, voilà. Une chose qui n'est pas dans le livre, dont il parle peut-être un peu plus facilement maintenant, c'est que la première jeune fille française, donc européenne, entre guillemets, avec qui il sort à Calais, en fait, il l'a rencontrée sur Internet, quoi. Et ça, en fait, personne autour d'eux ne le savait, quoi. Ils ne l'ont pas présenté comme ça, quoi. Donc c'est curieux, il s'était déjà complètement mis dans cette culture des rencontres qui se font maintenant par les sites de rencontres sur le web, quoi. Et ça, il ne voulait pas l'avouer, quoi. Il me l'a dit qu'après, et puis il n'a pas voulu que ça soit dans le livre, quoi. Donc là, j'ai un peu triché, je l'ai raconté autrement. Dans le livre, on voit ce rêve d'Angleterre, comme beaucoup de migrants peuvent avoir, et finalement, cette vie qu'il crée en France, aujourd'hui, il habite Lille, donc. Oui, donc à l'époque, il était en boulanger chez Carrefour, tout simplement au collège, le conseiller d'orientation, au collège de Coulomb, au collège en coin, s'est dit il faut lui trouver un job, il y a du boulot en boulangerie, voilà, boulanger-pâtissier, tu vas avoir du travail. Donc il l'a orienté vers ça sans jamais se dire qu'il pouvait faire autre chose, parce que c'était un garçon remarquablement intelligent et cultivé, qui est dans une culture grâce à la BBC que les Allemands regardent, qui est dans l'université, comme il dit. Donc, le rencontrant à Lille, on l'a orienté pour qu'il puisse passer le bac avec le CRBT. Donc, il a obtenu son bac comme ça, avec des cours du soir, parce qu'il travaillait toujours en boulangerie. Et donc, il s'est inscrit en fac de droit, et là, il est en 3e année de droit. Donc, il a eu plus de mal, forcément, parce qu'il y avait des lacunes encore en français. Donc, il a raté sa première année en 2 ans. Mais il finit à sa 3e année de droit, il veut se spécialiser en sciences politiques, et il a envie de repartir travailler en politique en Afghanistan parce qu'il est frustré de la façon dont ça se passe là-bas. Donc c'est un énorme boulot ici de s'attaquer à ça. Mais il vit à Lille, il s'est marié, parce qu'il est reparti, alors c'est pas dans le livre, parce qu'il y aura un 2e livre pour la suite de sa vie, il est reparti à Kaboul, et je pense qu'il lui fallait se marier avec une Afghane. C'est-à-dire qu'il a fini par renoncer à ses entre guillemets aventures avec des Européennes, des Françaises, et il est reparti chercher une Afghane en fait. C'est vraiment ça, une amie d'enfance, qui n'est pas l'amie d'enfance dont il parle à la fin du livre, parce qu'elle, quand il repart en espérant la retrouver, puis en fait il la retrouve, mais elle est mariée. Il a même un bébé dans les bras quand il la voit, et du coup là, il n'a pas tout raconté, parce que ça c'est son intimité, mais voilà, c'est officiel. Il est marié, il vit avec une Afghane, qui elle, pour l'instant, pas encore française non plus. Et puis le petit frère, qui là, après son indépendance, mais il a vécu longtemps aussi chez eux à Lille, Mustapha, qui donc, je disais arrivé tout à l'heure, qui finit une formation d'alternance avec France 3 Lille, et l'USJB. Qui va être JRI, journaliste reporter d'image. Et il disait qu'elle avait vu tourner sur cette histoire de ce migrant afghan justement qui a essayé de traverser la Manche sur un petit radeau. Il a fait 5 pages dessus dans l'idée. Donc justement, Mustapha Mohammadi a fait le reportage pour France 3 par affilié, parce qu'il est JRI, donc c'est des JRI, c'est des gens qui ont une caméra sur l'épaule et qui font à la fois, qui peuvent tout faire tout seuls, quoi, et qui se voient accompagner aussi un rédacteur. Alors pour continuer le tour de table, maintenant on va évoquer le livre de F.D. Saberan, qui est donc correspondante pour Libération ici en Nord-Pas-de-Calais. Donc ce livre Ceux qui passent, qui est un livre un peu kaléidoscopique, qui fait un état des lieux des migrants 10 ans après la fermeture de Sangatte. Kaléidoscopie, parce que finalement on a cette réalité des migrants aujourd'hui à travers différents sujets. Alors je ne vais pas lire toutes les parties, mais on parle du hangar, on parle des jungles, on parle des gens d'ici, on parle du tunnel, de la grange, on parle de différents endroits, de différentes personnes. Et voilà. Et alors, dans ce livre, le point
point de départ du livre, c'est finalement la fermeture de Sangatte, qui a eu lieu en 2002. Et donc 10 ans après, l'évolution ou la non-évolution justement de la situation des migrants. C'était ça en fait l'idée de ce livre. C'était ton envie d'écrire un peu sur toute la matière que tu as pu accumuler depuis des années, puisque ça fait des années que tu travailles sur le sujet. Est-ce que c'est toi qui as eu cette idée-là ou est-ce que c'est... Oui, en fait, c'était le point de départ, c'était une date, 2012, que j'avais en tête en me disant, depuis toutes ces années que j'écris, puisque j'ai commencé à écrire en 2000, depuis toutes ces années que j'écris et que je suis frustrée de devoir mettre de côté des notes et écrire des petits articles sur un sujet qui mérite plus, je m'étais dit, en 2012, ce sera la date de l'élection présidentielle, et puis ce sera l'anniversaire des 10 ans de la fermeture de Sangatte. Et comme c'était Nicolas Sarkozy avait fermé Sangatte quand il était ministre de l'Intérieur, ça me semblait opportun d'avoir cette date-là. Et puis je pense que si je ne m'étais pas fixé cette date-là, je l'aurais jamais fait. Donc j'ai pris les devants, j'ai contacté un éditeur en leur disant voilà, j'ai un bouquin dans le ventre depuis des années, et qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, ça a démarré comme ça. Et c'est vrai que je voulais le faire par petites touches, parce que j'avais déjà en tête quasiment un sommaire, quoi, depuis des années. Je voulais parler des jeunes, par exemple. On parlait des jeunes tout à l'heure, des adolescents, parce que je me disais, ce sont des ados comme les nôtres, avec des boutons, avec la voix qui mue, avec des émois nouveaux, avec une vie qui change. Et en fait, ils apprennent à devenir des hommes sur la route. Donc dans tous les dangers de la route, s'ajoute aussi à cette transformation d'un être humain qui passe d'un enfant à adulte. Et c'est vrai qu'il y a des gamins qui partent à 12 ans et qui arrivent ici et qui commencent à avoir un peu de barbe à Calais, quoi. Et donc imaginez un petit peu ce que ça peut être. Et l'idée de départ, c'était le regard, justement, précisément le sujet de ce soir. C'est-à-dire que ce truc-là m'a frappé d'une manière très violente à Sangatte. Donc il y avait, pour ceux qui s'en souviennent, un grand hangar à Calais, enfin à côté de Calais, à Sangatte, qui avait été ouvert après un grand coup de gueule de l'abbé Pierre, parce qu'il y avait des Kosovars à la rue, après la guerre du Kosovo. Et donc moi j'ai passé du temps à Sangatte, je suis venue plusieurs fois à Sangatte, et une fois j'y suis restée une semaine entière dans le centre, je dormais à l'intérieur. J'ai pu travailler avec un photographe qui s'appelle Olivier Jobard, et qui a fait la photo de couverture. Et à Sangatte, pendant cette semaine-là, où on est parti la nuit avec eux aussi, jusqu'au tunnel sous la Manche, et je les ai vus sauter sur les camions, etc. Je les voyais partir toutes les nuits, jusqu'au jour où je suis partie avec eux, mais je les voyais partir dans la nuit, et ce sont vraiment des ombres, ce sont vraiment presque des fantômes, quoi. Et voilà, ceux qui passent, ce sont des hommes sans visage. Ce sont des hommes qui parfois reçoivent une canette de bière. Je l'ai vu ça, parce que quand je marchais avec eux sur la route, j'ai vu des voitures les frôler, j'ai vu des types leur envoyer des canettes de bière ou descendre la fenêtre, le carreau pour les insulter. Par ailleurs, il y a énormément de choses très positives de la part des habitants, mais il y a aussi ça. Et donc ces types qui sont sur le bord de la route et qui marchent, ce ne sont pas des visages, ce ne sont pas ça justement. Ce sont des ombres qui passent, des types qui ont les cheveux noirs, dont on ne voit pas bien, on voit tout juste des silhouettes. Et moi, mon idée, c'était, comme toujours, à chaque fois que je travaille sur ce genre de sujet, c'est de dire, on va se rapprocher, comme a fait Nadège, on va se rapprocher et puis on va, dans la mesure du possible, essayer de voir en miroir la personne qui est en face. Et c'est ça l'adolescence, c'est-à-dire que nous, on les a à la maison, les ados, qui ont des boutons, qui ont la voix qui mue et qui sont hyper sympas, et puis qui regardent Facebook, et puis qu'on adore, et qu'on a envie de protéger, et qu'on n'imagine pas 2 secondes dormir dans la forêt, avoir peur la nuit, et pleurer parce qu'ils cherchent leur mère. Les gamins à qui j'ai parlé et qui aussi ont pleuré me disaient ça, me disaient la nuit, j'entends les copains qui pleurent. Voilà. Donc ça, j'ai envie de le raconter parce que ce que j'ai envie de faire, c'est que les gens se sentent concernés, se mettent à la place
de ces ombres qui passent et se disent, ben, lui, c'est moi finalement. Et je l'ai ressenti extrêmement fort quand j'étais à Sangatte. Quand je les voyais partir comme ça, c'était des ombres. Et puis quand je leur parlais, mais c'était moi, c'était mes cousins en quelque sorte. Parce qu'en plus, il se trouve, mais ça c'est le hasard le plus complet, que la langue de Sangatte, la langue du Hangar, c'était le persan. Pourquoi? Le persan, c'est la langue de mon père. Pourquoi? Parce qu'il y a des Kurdes, et les Kurdes, leur deuxième langue en général c'est le persan, parce que le Kurdistan est collé à l'Iran. Il y avait évidemment des Iraniens, mon père est iranien, il y avait des Afghans, et les Afghans souvent parlent le dari, qui est la langue de Wali d'ailleurs, et le dari est une langue cousine du persan que si je fais un petit effort, j'arrive à comprendre un petit peu comme on va dire la différence entre le français et le français du Québec, quoi. Donc pour moi c'était compliqué parce que je le parle très très mal. Je me suis améliorée grâce à eux d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que cette langue était dans un coin de mon cerveau, c'était une langue de l'enfance qui a émergé en moi parce que j'étais bien obligée d'aller la chercher pour aller leur parler. Et donc une émotion immense, mais vraiment immense, difficile à dire. Imaginez-vous à l'autre bout du monde et rencontrer des Français qui se glissent dans des camions la nuit pour passer, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, du Japon à la Corée du Nord ou de la Corée du Nord au Japon. Imaginez-vous l'émotion que ça peut être d'entendre parler un mec avec l'accent ch'ti à l'autre bout du monde et de le voir souffrir la nuit avec son gosse de 4 ans en grimpant dans un camion. Et c'est un peu cette sensation que j'ai eue, c'est-à-dire que quand j'ai entendu un Iranien parler persan avec son gosse de 4 ans et dire les mêmes mots que ce que j'entendais moi quand j'étais gosse, les petits mots de l'enfance, mais c'est quelque chose de difficile à décrire. Et donc, cette sensation que j'ai eue là, je me suis dit, il faut que ça passe dans le livre, c'est-à-dire qu'il faut que les gens se sentent concernés à ce point-là, au point où moi je me suis sentie concernée. Et c'est vrai que, en fait, c'est très facile et c'est beaucoup plus confortable de ne voir que des ombres. C'est beaucoup plus compliqué quand vous rentrez chez vous et que vous savez que monsieur, madame et leur petit garçon de 4 ans, parce que voilà, l'histoire, c'est pas tellement ça. Je le raconte au tout début, mais c'est vrai que c'était ce choc terrible. C'est que moi, ma gamine avait 4 ans, quand j'ai rencontré cet homme qui a pris sa femme comme ça par les épaules et qui me parlait, et qui touchait sa femme sans aucun problème, comme mon père touche ma mère, sans aucune difficulté, alors que ce sont des orientaux et qu'on pourrait penser qu'il y a une espèce de réserve. Et là, j'ai vu un homme qui se comportait avec sa femme comme mon père avec ma mère, et j'ai vu un homme qui parlait avec son enfant comme mon père me parlait quand j'étais gamine, et j'ai vu un homme qui avait un enfant qui avait l'âge de ma fille. Et donc tout ça, ça a télescopé, et j'ai dû m'éloigner pour me ressaisir, parce que c'était vraiment difficile. Et j'ai dit à cet homme, mais comment vous faites? Moi, je ne lui ai pas dit que j'avais une gamine de 4 ans, mais j'ai dit, comment vous faites pour que cet enfant ne parle pas la nuit? Moi, ma fille, et ce gamin était aussi vivant que ma fille, aussi volubile et intéressant et sympa que ma fille. Ma fille, à 4 ans, elle parlait tout le temps, elle posait tout le temps des questions, elle parlait fort, elle était vivante. Et dans les camions, la nuit, il ne faut pas faire de bruit. Quand les chiens s'approchent, il ne faut absolument faire aucun bruit, pour ne pas être surpris, soit par les policiers, soit par les vigiles du port. Et donc je dis, mais comment vous faites? Et il me dit, je lui ai expliqué que dans le pays où on va, il va grandir debout sur ses 2 jambes. Et c'est cette phrase qui m'a fait me sauver, pour me ressaisir, parce que c'était trop compliqué d'assumer, d'entendre cette phrase-là qui m'a secouée. Et je me suis dit, si toi t'es secouée comme ça, il faut que tu arrives à secouer les gens aussi. Voilà. C'était un peu ça l'idée. C'est-à-dire comment on fait pour changer de regard, pour se mettre à la place, pour que, en face de vous, vous vous disiez, lui c'est moi, quoi. Voilà. Et il y avait cette idée-là. Et puis la deuxième idée, en plus de parler des parcours des migrants, c'était de rendre hommage, de rendre justice à tous ces gens dans la région qui s'en occupent depuis tellement d'années et qui s'épuisent à s'en occuper. Il y en a ici, je ne les regarde pas, mais il y en a ici dans la pièce, qui s'occupent des migrants tous les jours. Et depuis des années, et ceux-là sont un peu dans l'ombre, parce qu'on zoome vachement sur les migrants quand même.
Mais qui sont ces gens qui vont de l'extrême gauche à la droite, des anarchistes à l'UMP, en passant par les catholiques et en passant par les Verts et en passant par des musulmans et en passant par des athées et voilà. Qui sont ces gens qui donnent de leur temps et qui parfois aussi prennent beaucoup. C'est-à-dire, il y en a aussi comme ça qui viennent là pour aussi, pas tous, hein, heureusement, parce que sinon ce serait bazar, mais qui aussi viennent se soigner en quelque sorte, aller chercher aussi quelque chose pour remplir leur vie. Ça arrive aussi. Mais la plupart sont des gens qui sont bien solides et qui se disent, mais écoutez-moi, il passe devant chez moi, il passe au fond de mon jardin, je ne peux pas faire comme si il n'existait pas, ça se passe chez moi, donc je m'en occupe. Voilà. J'ai justement une phrase dans ce qui passe sur les gens d'ici qui donnent de leur temps et de leur énergie. Ouais. Donc tu disais qui sont ces gens, donc tu réponds à ta propre question. Ce sont des gens d'ici, une petite foule anonyme, des dizaines comme Annick dans le Nord-Pas-de-Calais, chacun dans son genre. Ils ont croisé ces sans-abri inattendus, alors ils donnent un coup de main. Ce n'est pas possible de côtoyer des gens aussi proches de nous sans se soucier du fait qu'ils vivent comme des chiens errants. Annick dans la pièce. Il se trouve qu'Annick est là. Donc voilà, je ne sais pas ce que je peux ajouter d'autre, mais la démarche c'était ça. Donc, et je m'étais dit, il faudra absolument que tu parles des ados, il faudra absolument que tu parles des femmes, parce qu'être une femme dans la jungle, c'est bien pire encore que d'être un homme dans la jungle. C'est déjà difficile quand on est un homme. Je m'étais dit, il faudra que tu parles des bénévoles. Je m'étais dit, il faudra que tu parles des problèmes concrets. Alors, pourquoi ils se brûlent les doigts, par exemple, l'histoire des empreintes digitales. Voilà, je m'étais donné comme ça plein de têtes de chapitres, et puis bon, après... Du coup, il y a d'une certaine manière, il y a tout de même un fil directeur d'écriture, donc un travail littéraire. Là, tu as voulu quand même... Alors, littéraire, je ne sais pas, parce que je n'ai pas cette prétention-là, mais il y a un goût d'écrire, oui, ça c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert... Moi, je suis devenue journaliste parce que j'aimais lire les journaux, mais j'ai découvert ensuite que j'aimais d'abord la rencontre, et ensuite l'écriture, mais ça, je ne le savais pas avant. Et c'est vrai que j'ai eu envie de faire un petit effort, oui, c'est vrai. Mais ça fait partie du truc, c'est-à-dire, pour faire changer de regard, il faut faire un effort dans l'écriture. C'est-à-dire qu'il faut choisir le meilleur de ce que les gens vous ont dit, et puis beaucoup couper. C'est aussi ça le truc. Hein. Voilà. Si je peux me permettre une chose sur le livre d'Aïdé, moi ce que j'ai bien aimé, alors il y a tout ce que Aïdé vient de dire, mais il y a aussi une sorte de making-of de journalisme, parce qu'on la voit travailler pendant toutes ces années, et c'est aussi son expérience personnelle qui ressort beaucoup. Et je pense que c'est un livre formidable à montrer à des étudiants de journalisme, parce que ça leur montre ce que c'est que le travail sur le terrain. Et puis ça met des passerelles et donne un fil conducteur à toute une carrière de journaliste sur ce thème-là, alors que les migrants, on en parle de temps en temps, comme là, Le Monde m'a appelé une fois, il se réveillait de temps en temps pour dire on va parler des migrants, il y avait plein de trucs. Quoi. Alors que là, on voit vraiment tout le travail de fond que Aïdé a fait, c'est pour ça que je le soulignais tout à l'heure. Aïdé est vraiment quelqu'un qui suit ça depuis longtemps, elle ne fait pas que ça, mais elle les suit vraiment énormément. Et donc, c'était l'une des rares journalistes capables de raconter ça sur de la durée. Quoi. Et je trouve ça vraiment très intéressant dans son livre. Et alors justement, là c'est un travail de longue haleine, puisque c'est un bilan entre guillemets de 10 ans et même plus de travail. On a fait appel à toi il y a peu de temps, enfin en tout cas Libération a fait appel à toi il y a peu de temps pour rendre compte d'une tentative de traverser la Manche sur une petite embarcation. C'est un peu l'antithèse presque de ton livre, c'est vraiment l'épiphénomène, la chose un peu... On a vu aussi il y a peu de temps, il y a un adolescent de 16 ans qui s'est fait, qui est mort du haut du camion. Voilà, à Fontaine, juste avant. Justement, comment tu traites cette actualité? Est-ce que tu n'as pas l'impression, parce que la question c'est aussi que tu agis ici, mais est-ce que tu n'as pas l'impression justement qu'on utilise cette actualité pour faire du papier? Et justement, quelle est ta position toi en tant que journaliste? Est-ce que tu es dans l'événementiel? Comment traiter cette actualité qui en même temps existe, mais qui oublie un peu le quotidien de toutes ces personnes? Bon, alors c'est compliqué de répondre, mais
rappelé, c'est vrai que ça m'a... Je me suis dit, bon, bah, encore du spectacle, en quelque sorte. Hein. Donc c'était, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est un Afghan qui n'est pas mort d'ailleurs, alors qu'il y a tellement eu de morts cette année que ça semble presque insultant qu'on parle de cet homme-là alors qu'on n'a pas parlé de tous les morts avant. Bon, le point de départ, enfin, le truc quand même qu'il faut que je le dise, c'est que c'est compliqué de faire un bon sujet sur Calais. Et donc du coup, moi qui suis happée par plein d'autres choses, je me dis toujours, il faut que j'aille à Calais, il faut que j'aille à Calais. Moi, je dis Calais, mais il y a aussi Angres, et il y a aussi Stelvord, et il y a aussi Nord-en-Fonte, et toutes ces villes qui sont le long des aires d'autoroute, parce que pour résumer, pour ceux qui... peut-être que vous savez tous tout, mais en gros, on a deux autoroutes qui convergent vers Calais, on a des aires d'autoroute sur ces autoroutes, et à côté, dans les forêts à côté, il y a des gens qui vivent parce que la nuit, ils essayent de se glisser dans les camions. Je résume très très rapidement. Et autour de ces forêts, il y a des habitants de notre région qui essayent de leur venir en aide, de les soutenir et de ne pas les laisser tout seuls face aux passeurs, parce qu'il y a des passeurs, et face à la police française, qu'ils aient un soutien et puis aussi parfois pour certains aussi à manger, etc. Et des soins aussi. Donc à chaque fois je me dis il faut que je continue à traiter le sujet, il faut que je trouve des sujets, il faut que je trouve des manières d'entrer dans le sujet, je le raconte aussi dans le livre, comment séduire mon journal pour lui dire il ne faut pas oublier de parler des migrants. Ça continue. On dit qu'on a fermé Sangatte, ça continue. Sarkozy a fermé la jungle, ça continue. Enfin, Besson, Sarkozy, ça continue. La plupart des gens s'imaginent qu'il n'y a plus de jungle à Calais, mais il y en a, ça se reconstitue. Il y a une jungle, il y a maintenant devant le port de Calais vous avez peut-être vu les reportages, plein de petites tentes totalement visibles. Quand on arrive sur le port, il y a plein de tentes et aussi juste des bâches en plastique qui font office de tentes. Donc ça continue. Là, il y a entre 400 et 600 personnes, rien qu'à Calais. C'est beaucoup. Quand ils ont fermé la jungle, ils étaient 800. Voilà. Et donc, comment faire pour en reparler? Parce que le journalisme, c'est quoi? C'est quoi de neuf? C'est ça, le journalisme. Hein? C'est l'accroche actuelle. Quoi de neuf? Répondre à la question quoi de neuf. Mais là, le quoi de neuf, c'est vachement difficile parce qu'il n'y a rien de neuf, à part le fait que ça continue. C'est ce que je leur dis toujours. Quoi de neuf? La réponse est ça continue encore. Tu te rends compte? Ça fait 10 ans, 12 ans que je suis sur ce sujet-là et que c'est toujours pareil. Il y a toujours des gens qui arrivent et toujours des gens qui se blessent, des gens qui meurent, etc. Et des habitants qui les voient passer. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour répondre à la question quoi de neuf? Et donc moi je me creuse la tête, alors j'avais fait un truc justement il y a des années uniquement sur les femmes, uniquement sur les jeunes, précisément, essayer de trouver toujours des nouveaux angles. Là je me dis, il faut que j'ai pas réussi à les séduire sur ça, mais j'aimerais bien faire un truc sur les Syriens par exemple, parce qu'il y a au moins 15 Syriens officiellement, parce qu'il y a plein de gens, notamment des Égyptiens qui se disent Syriens en s'imaginant que ça leur rendra service. Mais voilà, il y a une quinzaine de Syriens actuellement à Calais, donc les mecs ils débarquent de Homs, quoi, ou des camps de réfugiés du Liban. Et en plus, j'ai cru comprendre qu'ils arrivaient très très vite, c'est-à-dire que comme en Italie, les prises d'empreintes et tout ça sont beaucoup plus aléatoires aujourd'hui, il y a des gens qui, la veille ou l'avant-veille, débarquaient sur les côtes italiennes, quoi. J'en ai rencontré un, je fais une parenthèse, j'ai rencontré un Syrien il y a 3-4 jours, quand j'ai fait mon papier. Il avait le visage complètement brûlé par le soleil, comme un type qui a bronzé, qui pelait. Il avait le visage rouge et il pelait. Et en fait, c'est parce qu'il a passé 12 jours en bateau sur la Méditerranée. Ils étaient 300 sur le bateau a coulé, personne n'est mort. Et bon, voilà, lui, il s'est brûlé le visage. Mais il est arrivé tellement vite qu'il avait encore toutes ces traces-là sur le visage, quoi. Donc pour vous dire, voilà, les mecs, ils débarquent du bateau, quoi, ils arrivent. Et c'est la guerre en Syrie, et on n'arrive pas à faire le lien. Enfin, on a ce truc spectaculaire qui se passe en Syrie, on nous parle d'Assad, on nous parle
de cette guerre atroce. Et puis, eux, ils sont là, et puis moi, j'ai pas encore réussi à convaincre Libé, mais il faut que j'insiste, pour faire le schéma manquant. Oui, voilà. En tout cas, ce qui fait l'actualité, parce que c'est vrai que c'est ça notre difficulté. Alors, en même temps, pourquoi pas aussi que ce soit pas toujours du quoi de neuf, et moi j'essaie de plaider pour ça, parce que moi j'adore lire des papiers qui ne sont pas justement collés à l'actualité. Mais c'est vrai que toujours j'essaie moi de trouver un truc pour, leur dire, mais oui c'est vrai, je l'ai déjà dit, mais là je vais le dire autrement, quoi. Les convaincre, parce que voilà, quand ils m'ont appelé pour ce gars qui a, avec 3 planches et une voile, qui était en fait un drap sur une canne à pêche, il a essayé de passer d'aller en Angleterre comme ça. Et heureusement, il a été rattrapé par les sauveteurs en mer. Quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit tu fais 5 feuillets sur l'Afghan. Et je leur ai dit mais il faut parler de la situation aujourd'hui à Calais. Parce que la situation est quand même ils sont très nombreux. Ils n'ont plus qu'un seul repas par jour. Avant, ils en avaient 2 parce que les bénévoles sont fatigués, etc. Ils m'ont dit ok, d'accord, tu nous fais 2 feuillets sur la situation à Calais et 5 feuillets sur lui. C'est-à-dire qu'il y a un peu de déséquilibre. Bon, en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que si on veut montrer, il faut rentrer par une histoire singulière. Si on veut happer, non pas ceux qui sont déjà convaincus, mais les autres, eh bien, il faut rentrer dans l'histoire de Assef et son rêve. Et le gars qui me dit, j'étais sur mon radeau, je regardais l'Angleterre et je récitais des poèmes parce que j'étais content, parce que j'allais y arriver. Bon, le type qui vous parle comme ça, c'est vrai que ça vaut le coup de le raconter. Quand il me disait, j'étais heureux sur mon radeau, enfin je me souviens plus de tous les détails, mais je naviguais vers mon espoir, il me dit à un moment donné. Enfin, des trucs comme ça qui méritent quand même de montrer cette profondeur des êtres qui sont comme nous, cette humanité profonde. Pour la montrer, c'est peut-être pas mal de faire 5 feuillets sur un mec sur son radeau finalement. Et de se dire, on va pas le faire comme du spectacle, mais on va essayer juste de se poser, puis de parler un peu et d'en tirer quelque chose de bien. Donc finalement, il y a ce piège du spectacle, mais on peut essayer par notre regard, précisément, c'est toujours cette question-là, et effectivement, je suis tout à fait d'accord, je trouve que le thème est formidable, parce que c'est vraiment presque l'histoire c'est vraiment le truc qui m'obsède, changer de regard tout le temps, c'est comment je vais faire pour faire que les gens changent de regard. On peut faire le pari que même quand on nous tend le piège du spectaculaire, on ne tombe pas dedans. Voilà. Et Nadège, toi, quand tu travailles sur la photo, c'est aussi ça quelque part que tu as voulu dire. Dans la question que fais-je ici, quelque part, c'est aussi témoigner un peu de cette humanité. Et puis, oui, complètement. Ouais. Enfin, l'idée, justement, c'était de donner un visage plus humain du problème des migrants. Parce que j'aurais pu faire un reportage sur le camp, par exemple, le traiter de manière vraiment plus documentaire. Et comme le disait Aïdé tout à l'heure, je trouvais que la porte d'entrée, via les histoires singulières des migrants, était plus intéressante, en tout cas pas plus intéressante, mais en tout cas différente. Après, on va ouvrir la discussion à tous, en tout cas tous ceux qui souhaitent en parler. Mais c'est quand même assez singulier ton travail ici sur les migrants par rapport à ce que tu fais habituellement. Oui, là c'est parce que l'occasion s'est présentée à moi. J'ai habité Bailleul. On a décidé avec l'association Flanc de Terre Solitaire à l'époque d'ouvrir ce camp. Et je faisais partie des bénévoles. Et puis après, très vite, je me suis dit il faut que je saisisse l'occasion d'en parler via la photographie. Alors là, on a lancé des pistes, on a ouvert des portes, enfin j'espère en tout cas, tracé des voies. Peut-être que vous avez déjà des premières réactions ou réflexions. Oui, madame. Pourquoi il n'y a pas de femmes dans les portraits? Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de femmes d'accueilli dans ce camp-là.
c'était un choix de la part des bénévoles de n'accueillir que des hommes. Il n'y en a pas beaucoup en général. Je peux peut-être dire un truc sur les femmes. Je disais que c'était très difficile d'être une femme migrante. Je discutais avec Annick cet après-midi, elle me disait qu'il y a 10 à 15% de femmes sur le camp qui n'est pas très loin d'ici, le campement de Angre, qui sont des Vietnamiens. En général, chez les Érythréens, je ne sais pas si vous connaissez l'Érythrée, c'est un petit pays d'Afrique extrêmement dur. On a coutume de dire que c'est la Corée du Nord de l'Afrique. C'est une caricature un peu, mais c'est vrai que c'est un peu un pays prison, l'Érythrée. C'est un pays où, après les études, après le lycée, vous vous retrouvez homme ou femme dans l'armée. Vous êtes enrôlé dans l'armée et vous ne savez pas à quel âge vous allez sortir. C'est-à-dire que moi j'ai rencontré des gens qui m'ont dit qu'ils avaient fait 7 ans d'armée. J'ai entendu parler de vétérans qui avaient 20 ans d'armée derrière eux. C'est une prison à ciel ouvert, l'Érythrée. Donc les hommes et les femmes jeunes s'en vont. Et donc sur les campements, notamment celui de Norenfont, toute Stenvord, il y a une plus grande proportion de femmes. On ne va pas dire 50%, mais il y en a un peu plus. Mais sinon, c'est vrai que pour ce qui est des Afghans et des Kurdes et des Iraniens, il y en a très 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 peu. Il faut, et puis voilà, il vaut mieux partir avec un homme quand on part sur la route. Sur la question des femmes, justement, tu en parles aussi dans ce qui passe. C'est le traitement par la police ou la gendarmerie. Les traitements sont différents. On court plus après des hommes qu'après des femmes, visiblement, on est à Calais. Oui, alors, ça change tout le temps, hein, mais quand j'ai dormi dans un squat je ne sais plus en quelle année c'était, parce que je savais que le lendemain matin, comme d'habitude, la police allait arriver, comme on avait beaucoup parlé du comportement de la police, et donc je voulais le voir et le vivre en quelque sorte. Et effectivement, j'ai constaté que les policiers couraient après les hommes et que les femmes et les enfants regardaient. C'était assez étrange comme manège, quoi. Les hommes se cachaient et voilà, il y avait comme une sorte d'accord tacite avec les femmes de les laisser tranquilles, mais je pense que les policiers ne savaient pas que j'étais là et que je voyais, mais je pense que je suis certaine que c'est pas. Je voyais bien que les femmes étaient tranquilles, mais je pense que s'il y avait eu le moindre coup sur une femme, ça aurait été tout à fait spectaculaire et du coup très médiatisé. Imaginez un bleu sur un visage de femme. Voilà. Mais ça peut être effectivement, dans certains cas, il peut y avoir de la violence sur les migrants, ouais, à Calais. Mais dans ces cas-là, tu es un peu comme le reporter de guerre, en fait, dans une population avec laquelle tu vis, et puis finalement ces violences qui sont exercées. Est-ce que tu n'as pas non plus, alors c'est un peu ce que c'est ce livre, mais envie d'intervenir en disant je suis journaliste ou en disant je sais pas, alors, quelque chose. C'est pas du tout comme un reporter de guerre, hein, parce que j'en serais pas capable. Mais j'ai jamais. Là, en l'occurrence, ça s'est passé très très vite. Je les ai juste vus courir en hurlant pour essayer d'attraper ces jeunes migrants, et les migrants leur échappaient. Donc il n'y avait pas matière à s'interposer. Mais il m'est arrivé d'être prise pour une migrante et de signaler que j'étais journaliste. Ça m'est arrivé. Ouais. Je me souviens d'avoir été arrêtée avec des migrants et les policiers disent bon, alors la femme, on en fait quoi? Et je leur ai dit la femme, elle est journaliste. Et d'ailleurs, il n'y avait pas eu du tout d'exaction. C'est-à-dire que l'arrestation s'était passée. Il ne faut pas croire que toutes les arrestations sont violentes, puisque la preuve, les mecs m'avaient prise pour une migrante. Voilà, après on a eu une discussion et ils m'ont dit toute leur admiration. C'était très étonnant cette discussion avec ce policier.
qui admirait ces migrants en les trouvant d'un courage inouï. Voilà, ce qu'il en restait finalement, c'était qu'il était totalement épaté par ces jeunes gens et par leur vitalité et leur courage. Juste un mot, comme tu disais tout à l'heure, on pourrait aussi parler des morts, et puis tu faisais allusion au fait que il y a 2 autoroutes, quoi, et que tout se passe autour. Et quand on avait fait cette page dans Le Monde, moi, le sujet que je voulais faire d'abord, c'était sur tous ces morts anonymes. Alors évidemment, encore une fois, c'était pas assez vendeur pour la rédaction du Monde, et donc j'en ai fait qu'une petite colonne dans cette page, et en fait, j'ai tout simplement pris la carte sur Internet des 2 autoroutes, et j'ai appelé toutes les communes, et tous les états civils de toutes les communes qui allaient en gros de la Flandre à Boulogne, quoi. Et donc à chaque fois, à l'état civil, je me demandais s'il y avait des migrants qui avaient été enterrés. Et dans ce papier, j'ai pu constater effectivement qu'il y en avait énormément. D'abord, chaque commune, dans son cimetière communal, avait des migrants enterrés, qui étaient tous des gens qui avaient été tués sur l'autoroute, que certains avaient été retrouvés sans tête, sans bras, voilà, donc beaucoup non identifiés. Et qu'une bonne partie était quand même repartie au pays, parce que chez les musulmans notamment, on leur ramenait le corps. Et donc voilà, il y avait des gens enterrés, donc parfois sans tête, parce qu'ils avaient été écrabouillés par les camions, d'autres anonymes, parce qu'on n'avait pas de papier sur eux, personne ne les avait réclamés, etc. Mais c'était incroyable, c'était vraiment un chapelet de morts comme ça, qui suivait absolument tout notre réseau autoroutier. Et effectivement, il y en a un qui est encore mort à Condette, donc relativement loin quand même de Calais. Condette, c'est à peu près au niveau où il y a ce pont et puis un tunnel et que tu passes sous la fourrière de l'eau, donc entre le Touquet et Boulogne, quoi. Et voilà, donc c'est ça, celui-là qu'on a trouvé. Bon, puis en plus, tous ceux qui se sont noyés, effectivement, parce qu'effectivement, même s'il y a eu un film là-dessus un peu spectaculaire, il y en a qui effectivement tentent de passer à la nage, quoi. Quant à lui, celui sur qui tu as fait ce long papier, il ne se rendait pas compte qu'il allait rencontrer des courants violents un peu plus loin, sans doute, et que même si ce jour-là, ce lundi-là, il faisait très très beau, la mer était calme, sinon il aurait chaviré bien avant, bien sûr, il n'était pas du tout sûr d'arriver de l'autre côté. Je pense que c'était quasiment impossible, d'après ce que disaient les facteurs, vu les courants. Il y a eu quelques cas de migrants qui ont réussi à passer en canot. Alors moi je me souviens d'une histoire de Russes. Et tu parles d'Ukrainien dans ton article d'ailleurs. Ouais, l'Ukrainien, c'est les sauveteurs en mer qui m'en ont parlé, ouais. Ça je connaissais pas cette histoire-là. Donc il y en a un des 2 qui est mort, noyé, et l'autre qui était accroché à une bouée qui signalait un banc de sable. Mais je parle d'autres cas de Russes qui ont traversé à la rame sur un canot et qui sont arrivés à passer de l'autre côté. Mais c'est le seul cas que je connaisse. Sinon, c'est la mer au monde qui est la plus fréquentée. Donc on l'appelle l'autoroute de la mer. Et ceux qui se sont noyés, c'est un ferry qui l'a repéré d'ailleurs. Ce qui m'a frappé chez ASEF, c'est qu'il disait mais vous me dites que c'est dangereux, mais vous me dites jamais ASEF, tu peux pas vivre là, lève-toi, va-t'en. Et je trouvais ça très fort, c'est la première fois que j'entendais ça comme ça, c'est-à-dire qu'il disait mais il me disait à moi, tu me dis que c'est dangereux, mais pourquoi tu ne penses pas à me dire ne reste pas là, c'est dangereux pour toi. Et de fait, ils vivent tout le temps dans le danger. Ils ne meurent pas tous, loin de là, mais ils vivent dans des conditions extrêmement dangereuses tout le temps. Ils vivent avec ce danger. En plus, ils sont, comme tu dis, les Syriens, s'ils sont déjà arrivés en traversant la Méditerranée, sur les bateaux de 300, dont on sait que c'est souvent des vieux rafiaux, pour eux, ça doit paraître tout simple à traverser la Manche, ils ne connaissent pas cette mer et ses courants. Et Wally, dans le livre, raconte aussi comment il est passé de petits bateaux d'enfants, des petits cadeaux pneumatiques attachés les uns aux autres, achetés dans un magasin de jouets en Turquie. Quoi. Voilà, et d'ailleurs, il y a un moment, ils ont failli tous se noyer, quoi. Ils s'en sortent miraculeusement. Pourquoi cette urgence a passé? On ne sait pas très bien en fait. Souvent les bénévoles disent oui, ils veulent passer à tout prix.
En fait, pour la plupart, ils ont une dette à payer. C'est-à-dire que quand ils partent, ils arrivent à Calais au terme d'un périple qui leur a coûté cher et souvent ils n'ont pas encore payé. C'est-à-dire qu'ils ont une dette de 10 000, 15 000 euros et donc il faut passer très vite pour pouvoir travailler, pour aller de l'autre côté, pour pouvoir travailler clandestinement et pour pouvoir commencer à rembourser la dette. Et ça, c'est une histoire, c'est un truc qui pèse sur leurs épaules. Et donc il faut se dépêcher, parce que sinon leur famille, de l'autre côté du monde, est en danger. Donc vous avez des gamins, je parlais des ados tout à l'heure, vous avez des gamins de 15 ans qui ont une dette de 15 000 euros sur la tête et qui ont un poids, une responsabilité énorme, quoi, qui peut rendre fou en fait. Et donc c'est ce qui fait aussi qu'on prend plein de risques. Pour ceux qui ont beaucoup d'argent, le passage peut coûter 4 000 à 5 000 euros pour passer en Angleterre, là, de Calais en Angleterre. Et là, c'est ce qu'ils appellent le passage garanti, c'est-à-dire que le chauffeur est complice et éventuellement il y a d'autres complicités qui font que, pratiquement à coup sûr et confortablement, ils passent. Mais sinon, pour ceux qui n'ont pas d'argent, il faut se glisser dans un camion ou sous un camion, et c'est là aussi qu'on meurt parfois, parce que si vous êtes sur les cieux, il suffit d'un chaos sur la route, d'un dos d'âne, et vous êtes écrasé si le chargement est trop lourd. Au moment du dos d'âne, le jeune homme est écrasé. C'est arrivé à un gamin de 16 ans quand j'écrivais le bouquin. Donc voilà. Pourquoi ils veulent passer à tout prix? C'est parce qu'ils n'ont pas fini et parce qu'ils ont des choses à faire. Des réactions peut-être ou des questions à poser à nos trois invités? Ils ont des infos qu'on n'a pas peut-être. Peut-être que vous avez des infos aussi, des témoignages, des réactions. Ils en savent plus que nous. Est-ce que sur l'évolution justement là tu parles un peu d'économie du voyage, est-ce que tu as vu une évolution aussi dans tout ce trafic, cette organisation du passeur, du passage, des différents réseaux comme ça qui peuvent exister pour essayer d'aider, en tout cas de se nourrir? Je ne sais pas s'il y a une évolution. Alors là, ces derniers temps, je n'ai pas travaillé sur ça spécifiquement. J'ai l'impression que dès qu'il y a une interdiction, dès qu'il y a une prohibition, il y a une organisation autour pour contourner la prohibition. Et donc, dès que des gens veulent passer et qu'on leur interdit de passer, il y a des passeurs qui s'organisent. Et du danger, et de l'argent, et de la cruauté parfois, et parfois de la loyauté, parce que tous les passeurs ne sont pas déloyaux, loin de là. Voilà, alors, les tarifs, moi je me souviens quand j'étais dans le centre de Sangatte, et qu'on cherchait à faire le passage avec Olivier Jobard, qui lui est un reporter de guerre, donc j'avais confiance en lui. C'était plus simple de partir à deux et plus rassurant. On cherchait dans le centre quelqu'un pour nous faire passer. Nous, on était très naïfs, on voulait passer évidemment gratuitement. Mais nos interlocuteurs n'avaient pas compris. Il y a un Allemand qui nous a proposé le passage pour 200 €. C'est pas cher. C'est plutôt 500. Et je te disais tout à l'heure, ça peut être 4 000, 5 000 quand le passage est confortable, entre guillemets. Voilà. Je pense que plus il y a des contrôles, plus les prix, enfin c'est logique, plus les prix augmentent. Et là, la frontière, c'est quand même beaucoup fermé, beaucoup sécurisé, entre guillemets, le mot sécurité, entre guillemets. Quand je suivais les jeunes dans la campagne à Sangatte, il y avait beaucoup moins de grilles. On pouvait se retrouver sur les rails du train en contournant les grilles. Là maintenant, il faut marcher des kilomètres et des kilomètres pour revenir. Je ne sais pas comment ils font d'ailleurs. À l'époque, je me souviens être passé sous les grilles aussi. On creusait des tunnels sous les grilles et c'était pas très compliqué.
ou alors dans des canalisations. On passait sous la barrière. Et là maintenant il y a il y a plusieurs barrières, et il y a des barrières latérales. Voilà, donc c'est devenu de plus en plus difficile. Bien sûr, il paie aussi sur toute la route. Hein. Wally, ça lui arrive de temps en temps, parce que forcément, il a des contacts en Afghanistan et qui donne son nom. Moi, je me souviens qu'il a 2 ou 3 fois envoyé un mandat à une connaissance qui était bloquée en Italie parce qu'il n'avait plus d'argent pour payer le passeur. Quoi. Donc, voilà, il l'a fait plusieurs fois. Je ne sais pas s'il continue à le faire. Mais... Et tu continues à voir Wally Oui. On a passé le réveillon de Nouvelle Année ensemble. Il est venu chez moi, je l'ai invité avec sa femme et son petit frère. C'était amusant parce que son petit frère était de permanence pour France 3. Il devait faire les pétards, les festivités de la nuit du réveillon. Donc il nous a quittés à minuit. Il allait dormir, je ne sais plus ce qu'il faisait comme reportage, mais il nous a quittés avant minuit et puis il est parti travailler pour France 3 en pleine nuit du réveillon. Mais vous pouvez imaginer que la première fois, alors je ne sais pas si on en a parlé, mais la première fois qu'il est reparti à Kaboul, ça a dû être aussi une épreuve. Oui, il est reparti donc plusieurs fois, parce qu'en plus maintenant, il travaille pour Eva Joly. Alors c'est un peu compliqué, j'espère qu'elle n'exploite pas, parce que pour l'instant, à l'adolescence, il n'a pas encore touché un centime, alors qu'il était supposé être payé. Il lui fait une revue de presse, et puis il a fait un voyage avec elle. Alors c'était Martine Aubry d'ailleurs qui avait servi d'intermédiaire, parce que moi j'avais voulu le faire par l'attaché de presse d'Eva Joly, qui est une ancienne étudiante de l'école de journalisme de Lille. Et puis finalement, c'était pas fait. Et Martine Aubry est intervenu juste avant le départ d'Eva Joly et de Wally, et donc ils se sont retrouvés là-bas à Kaboul. Il a travaillé avec elle sur des camps de réfugiés. Donc je pense qu'il est allé 3 fois pour l'instant en Afghanistan. La dernière, il n'a pas pu y aller, je ne sais plus pour quelle raison. Et donc, oui, enfin, il ne m'en parle pas énormément hein, quand il retourne. Par contre, là, on est en train de réfléchir, alors c'est moi qui suis fautif parce que je suis très en retard, à un travail ensemble. Il a écrit son premier texte, en fait, tout seul, à partir d'un de ses voyages. Il est allé dans une vallée perdue, parler de gens qui sont un petit peu oubliés, et il a raconté l'histoire d'une jeune fille, en fait. Alors, il faut complètement reprendre le texte, c'est pour ça que pour l'instant je n'ai pas eu le temps, mais j'aimerais bien qu'on puisse en faire quelque chose et publier. Voilà. En fait, il a le sens du récit. Enfin, il manque que là, mais franchement, tout y est en fait, à part qu'il faut réécrire le texte, et puis sans doute mettre des dialogues dedans, parce que là c'est quand même un monologue, quoi, il y a un récit. Quoi. Et donc après, c'est toujours pareil, hein, c'est comme pour les journaux, il faut convaincre un éditeur, il y a quand même le côté commercial, il faut que l'éditeur pense que le livre puisse se vendre. Donc voilà. Mais de toute façon, il est complètement travaillé par ce pays-là, il est français maintenant, mais il veut y retourner, ça travaille. Il est pour la partition de l'Afghanistan, par exemple, ce qui paraît encore moins d'être possible, mais il estime que le Nord et le Sud sont inconciliables, qu'il faut laisser une partie du pays aux talibans, et que le Nord... lui, il est tadjik d'origine, hein, donc le Tadjikistan est au nord de l'Afghanistan. Il pense que de toute façon, ce ne sera pas possible de réconcilier les gens du Nord, hein, ceux qui représentent les gens avec les Pashtuns, quoi, qui sont plutôt dans le Sud. Donc, son père était un des commandants de Massoud, hein, de l'Alliance du Nord. Donc, voilà, c'est compliqué ce pays, hein, parce que même Karzai, il est à moitié tadjik, il est à moitié Pashtun. Donc, c'est pas pour autant qu'il a réussi à réconcilier les deux. Peut-être sur cette histoire de regard, de changer de regard, c'est que y a quand même, on vit quand même dans un pays qui a peur des migrants, et alors c'est facile de les regarder passer, c'est moins compliqué disons de les regarder passer, mais on ne fait pas grand-chose pour les informer, et on ne fait pas grand-chose pour leur faciliter la vie. Pourquoi ils veulent aller en Angleterre? Parce qu'en fait ils poussent toujours plus loin. Ils voient que ça ne va pas ici, donc ils vont plus loin. C'est vrai qu'il y en a qui voulaient aller en Angleterre depuis le départ, mais en général, ils disent, bon, ben, je vais en Europe, je vais vers la liberté. Mais en fait, ils avancent, et c'est toujours... Ils sont toujours super mal reçus. C'est pas la langue aussi.
Oui, un petit peu, bien sûr. Bien sûr, mais il y en a plein ici, à Calais. Il y a plein de demandeurs d'asile dans la rue qui n'ont pas de logement, alors que quand vous êtes demandeur d'asile, vous devez avoir un logement, et qui vivent dans des squats, comme ceux qui essayent de passer en Angleterre. À un moment donné, c'était 50%. 50% des gens qui vivaient à la rue à Calais, des migrants, étaient en réalité des demandeurs d'asile. Or, la France est tenue par des accords qu'elle a signés, des traités qu'elle a signés, d'accueillir celui qui demande protection. En fait, on n'est pas... Alors, pourquoi on ne le fait pas? Parce que moi, je pense que c'est une question de regard, c'est-à-dire que le regard qu'on porte sur eux est un regard de peur, et donc du coup, on ne s'en occupe pas. On se dit, tiens, si on ne s'en occupe pas, ils iront plus loin, et c'est ce qui se passe en réalité. Mais en fait, et notamment à cause de ces questions d'empreinte digitale, il y en a qui reviennent d'Angleterre, ou alors il y en a qui ne cherchent pas à passer en Angleterre parce que c'est difficile. Moi je connais parce qu'on parlait de ceux avec qui on est resté en contact, je suis restée en contact avec plein de gens qui errent en France et qui attendent encore des papiers en France et qui gâchent leur vie. Asef, je lui ai parlé pour ce papier, ça fait 14 ans qu'il est en Europe. C'est Ulysse. Et quel temps perdu, un type avec une énergie pareille, une intelligence. Il aurait pu construire, bâtir une vie, apporter des choses autour de lui, apporter quelque chose aux gens avec qui il vit et construire sa vie. Et en 14 ans, il a tourné en rond. C'est-à-dire que le fait qu'on porte ce regard de méfiance est très destructeur. Et vous tombez parfois sur des gens à Calais qui finissent par avoir la haine. Tu l'as abordé un petit peu à l'idée, mais tout à l'heure, c'est pas très difficile de s'imaginer soi-même, enfin, dans une situation difficile et où toi ou tes enfants sont amenés à quitter le pays. Enfin, on parle de situation de crise qui durcissait les rapports justement avec les gens en difficulté, voire les immigrés, les migrants, etc. Mais en même temps, cette fragilisation qu'on peut rencontrer, on se sent tous fragilisés par dans nos vies quotidiennes, par le travail, etc., la perte du travail, etc. Et comment ça se fait que justement on n'a pas l'impression qu'il y a une plus grande, on n'est pas plus perméable justement aux difficultés des autres et qu'on n'arrive pas à comprendre finalement que ces gens ils sont ce que tu ferais toi si la situation continue à se détériorer et que tu seras amené à quitter le pays. Il y a justement tout un discours de gens, pour ne pas les citer l'extrême droite, qui dit on a trop de malheurs, etc. On ne va pas s'occuper du malheur des autres, on a trop de problèmes. Voilà. Donc, on pousse tellement les gens à réagir comme ça, en disant c'est pas la peine qu'on vienne nous en inviter. C'est un peu en surface. Je pense que quand tu grattes un petit peu au-delà de ces discours un peu. Voilà, je pense que quand tu vas gratter chez les gens, je pense qu'ils peuvent comprendre ce qui se passe. Oui, c'est pour ça que je ne désespère pas et que j'écris. Oui, mais c'est vrai que ça peut conditionner des comportements. Cette peur, elle a infusé partout, y compris à gauche. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a une panique totale à chaque fois qu'on parle d'héberger des migrants, parce qu'on dit non, on ne peut pas faire un autre Sangatte. C'est vrai que Sangatte, ce n'était pas très réussi, mais c'était quand même moins grave que ce que vivent les migrants aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il faut refaire Sangatte, hein. Je pense qu'il faut s'occuper de cette question-là et au niveau européen. Si on ne s'en occupe pas, elle va nous exploser à la figure, parce que la migration est un fait. C'est comme quand on fait des enfants, on doit les mettre à l'école. Je pense réellement ça, c'est-à-dire que la santé et l'éducation, vous voyez que c'est des programmes à l'ONU, c'est des notions de base quoi, hein, dans un pays. S'il n'y a pas la santé et l'éducation, ça s'écroule. Mais je pense qu'à côté de la santé et de l'éducation, il doit aussi y avoir le soin
apporter à ceux qui passent, ceux qui arrivent. Parce que la migration est un fait mondial et qui s'accélère parce que le monde est de plus en plus petit. Et donc cette notion-là, il ne faut pas la vivre comme un truc qui... il ne faut pas se barricader derrière des murs, mais il faut s'en occuper. Comme il faut s'occuper des Roms, de toute façon. Je pense qu'on n'a pas le choix. Mais voilà, et pour l'instant, c'est pas compris ce truc-là. Pour l'instant, on se dit, oh là là, mais quand mes administrés vont pas me réélire. Voilà, c'est ça qu'on se dit. Mais l'idée, tu trouves pas justement qu'on est en train de... Enfin, que la volonté, enfin en tout cas l'évolution fait qu'on en crée on en fait des délinquances, on a dit finalement. C'est ce que je dis quand ça va. Oui, alors. C'est loin d'être le cas de tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui construisent une rancœur, qui sont absolument, qui sont furieux tout le temps. On en rencontre des gens comme ça à Calais, on rencontre aussi tout à fait l'inverse. C'est drôle parce qu'on rencontre aussi des migrants qui disent « Oh là là, il y a trop d'étrangers en France. » Il y a aussi ça, c'est-à-dire que oui, c'est vrai. Donc voilà, parce qu'eux-mêmes ont vécu dans leur pays. Je pense aux Iraniens en particulier, qui accueillent très très mal les Afghans. On ne se rend pas compte de ça non plus, c'est-à-dire que nous, j'ai pas les chiffres en tête, mais on a une infime minorité des réfugiés du monde. Les grands pays d'accueil des réfugiés, c'est le Pakistan et l'Iran dans le monde. C'est énorme, c'est une proportion absolument énorme. Et aujourd'hui, au Liban, les Syriens, c'est un habitant du Liban sur 5. Je ne sais pas si vous imaginez le truc, quoi. Nous, on panique parce François Hollande a dit on va accueillir 500 Syriens. Voilà. Les Syriens qui demandent, je disais ça dans l'article du Télérama qui correspond à tout ce que tu viens de dire, les Syriens demandent peu asile à la France, en fait. Donc, ils demandent beaucoup plus à l'Allemagne, par exemple. Et une intervention. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, il y a d'autres pays d'Europe qui accueillent beaucoup plus d'étrangers que nous, comme l'Allemagne, justement. L'Allemagne, la Suède et la Grande-Bretagne sont devant nous pour les demandes acceptées pour les gens qui sont réfugiés politiques. Et qu'en fait, on ignore aussi, enfin, la population française ignore aussi le nombre de Français d'origine qui vont travailler aussi à l'étranger. Que ça, en fait, on n'en parle jamais. Et pour autant, si on fermait la porte à tous ces Français qui vont travailler à l'étranger, qui font des études, etc. aussi, ils seraient dans le même cas que les migrants qu'on a maintenant. Ils seraient des migrants sans papier, sans autorisation, pour autant à travailler à l'étranger. Ça commence à arriver en Belgique, parce qu'il y a le cas d'étudiants belges, d'étudiantes belges, du revenu en France, parce que la Belgique fait Et pour donner simplement des chiffres, donc c'est un article de Télérama qui a 6 semaines. En 2013, il y avait 66 000 étrangers qui ont demandé à bénéficier du droit d'asile en France. Et sur ces 66 000, il y a eu 11 000 personnes qui ont vu leur dossier accepté. Donc quand c'est refusé, ça passe ensuite par une autre commission. Voilà. Et il disait qu'on se méfie, oui, mais les juges aussi se méfient, sont contaminés. C'est-à-dire qu'eux-mêmes avouent qu'ils finissent par plus savoir si c'est des gens qui viennent chercher du travail ou si c'est vraiment des gens qui sont réfugiés. Et il y a ce paradoxe de ça. Ils savent que certains, effectivement, trichent et exagèrent, mais par contre, ils savent aussi que d'autres ne disent pas tout, notamment des Africains, garçons qui ont été violés chez eux, par exemple, et qui sous forme de torture, qui n'osent pas le dire, et qui du coup minimisent en fait ce qui pourrait les aider à obtenir un dossier de réfugié. Voilà. Donc c'est très compliqué effectivement pour les juges étrangers qui leur en plus, après c'est une logique, la conscience de chaque juge qui joue, puisque visiblement il y a des juges qui accordent facilement, d'autres qui n'accordent pas du tout, etc. Et donc, voilà, c'est un peu un jackpot pour ceux qui font une demande. De toute façon, la procédure de droit d'asile est déjà tellement compliquée Ah, oui. pour l'étranger. Ils sont déjà tellement peu accompagnés, tellement mal reçus dans toutes les administrations françaises que déjà ça dégoûte la moitié. Bien sûr. Il y a vraiment une traduction énorme, notamment. Et on a cette méfiance depuis toujours. Moi, je me souviens, j'avais un de mes meilleurs amis journalistes dont la femme était espagnole et était barcelonaise. Elle était avec lui ils étaient mariés depuis 20 ans, ils avaient de grands enfants, etc. Et mais elle n'avait jamais fait la demande de naturalisation, etc. Et ça continuait d'être compliqué chaque fois qu'elle se rendait à la préfecture.
alors que son mari était journaliste à la Voix du Nord, c'était facilement vérifiable, etc. Enfin, que c'était pas un mariage blanc. Et voilà, et elle n'arrivait pas à comprendre ça, parce qu'elle était très choquée. Parce que, ouais, elle était espagnole, elle était européenne, avec même un fond de racisme pour elle vis-à-vis des pays maghrébins, hein, comme parfois chez certains Espagnols. Quoi. Donc, mais et du coup, elle vivait à ses dépens et se rendait compte de ce que c'était, d'être traité comme un migrant. Quoi. Ça n'a pas toujours été aussi difficile. Par exemple, il y a alors j'ai oublié son nom, Karen Akoka, une chercheuse en sciences politiques qui a travaillé là-dessus. Elle raconte que sur l'asile, et elle raconte que dans les années 50, quand les réfugiés des pays communistes venaient en France, notamment les Hongrois par exemple, après 56, eh bien, ils avaient l'asile immédiatement, c'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas besoin de raconter, il suffisait d'être hongrois pour obtenir l'asile politique. Alors qu'aujourd'hui, même quand vous êtes érythréen, alors que par essence, quand on quitte l'Érythrée, c'est parce qu'on est en danger de mort, et ben, les taux d'acceptation ne sont pas très très élevés, bizarrement. Donc il y a un repli actuellement qui fait que les choses sont plus difficiles. Je sais pas, tous les gamins, quasiment tous les gamins vont jusqu'au bac en France. On sait très bien que tous les grands moments de l'histoire de notre pays, par exemple, ont été des périodes où il y avait une ouverture et une période, c'est pas où on a chassé les protestants ou des ceci, on s'est rendu compte, enfin, on sait très bien que tous les phénomènes historiques montrent que c'était des périodes d'appauvrissement du pays. Donc, comment ça se fait? Enfin, moi, j'aimerais bien comprendre, enfin, intellectuellement, arriver à comprendre pourquoi. Il y a quand même presque plus de raisons, sans aller très très loin, comprendre que la migration est un phénomène naturel, historique, ancré dans toutes les évolutions des sociétés. Et enfin, c'est pas très très c'est irrationnel, enfin, il faut bien se En plus, si on veut jouer dans le paradoxe, ça nous enrichirait sans doute, parce que ce sont des gens très courageux, et c'est souvent les plus diplômés, et par contre, ça appauvrirait leur pays, parce que c'est aussi ça, parfois c'est affaiblir les élites, notamment africaines, qui cherchent à partir, etc. Donc c'est pour ça que le problème, il est à traiter de manière totalement internationale, parce que c'est aussi protéger de nombreux pays, ne pas perdre justement une forte partie de leur potentiel. Quoi. Et on parlait de qualité de ce garçon qui donc erre depuis 14 ans en Europe, que tu as interviewé longuement pour l'idée, mais il aurait pu avoir le destin de Wally, sans doute. Hein. Et Wally aurait pu rester en Afghanistan, effectivement, et être tué comme tout le reste de sa famille. Il aurait pu aussi rester en France comme simple, entre guillemets, boulanger-pâtissier, alors qu'il avait les capacités intellectuelles pour faire un autre métier. Peut-être d'ailleurs bien des Français, des jeunes Français qui ne sont pas du tout détectés à l'école. Hein. C'est un autre problème. Mais Wally fait des études, vivre en France ou repartir en Afghanistan, je ne sais pas, mais il a une belle carrière qui s'ouvre devant lui. Quoi. Moi, ce qui m'a frappé, parce qu'il est né en 87, c'était l'année de naissance de ma fille, et du compagnon de ma fille. Le compagnon de ma fille est médecin, maintenant, enfin interne, et ma fille est neuropsychologue, mais chaque fois qu'on discute ensemble avec eux, ils sont 3 jeunes de la même génération, mais ils sont bouche bée devant sa culture, bouche bée. Et moi et la mère de ma fille, on est aussi bouche bée, on se dit, mais notre fille n'est pas aussi cultivée que ce garçon, quoi. Il a grandi à Kaboul, il n'a pas eu son bac tout de suite, donc il l'a eu seulement après par correspondance en cours du soir. Mais il a une richesse culturelle, une culture qui s'est faite tout seul, hein, en regardant la BBC à Kaboul, parce que l'université de toute façon était sous les bombes, était souvent fermée de toute façon, puis les écoles aussi. Donc il se cultivait comme ça, quoi. En connaissance géopolitique, en géographie, en géopolitique, mais il bat tous les jeunes Français de son âge que je connais. Donc, Ce que dit, alors j'ai oublié son nom, ça va me revenir, une chercheuse aussi qui est, Catherine Vittel de Linden, elle est spécialiste d'immigration, et elle dit qu'en fait l'émigration enrichit le pays d'origine parce que d'abord ils envoient de l'argent, mais pas seulement. C'est un facteur de développement parce qu'il y a des échanges qui se créent. Et elle dit que si la frontière est totalement
fermé, les gens ne peuvent pas revenir et faire des allers-retours. Mais si, par exemple, dès qu'ils ont leur papier, dès qu'ils ont la nationalité française, c'est exactement le cas de Wally, par exemple, ou des papiers qui leur permettent de voyager, eh bien, ils retournent et ils repartent. Et donc, du coup, ils créent des passerelles et ils créent du développement. Donc, elle dit que ça n'appauvrit pas non plus nécessairement le pays d'origine, surtout si la frontière n'est pas totalement étanche. Ils sont souvent très généreux, c'est-à-dire qu'ils renvoient beaucoup d'argent chez eux. Et Wally l'a fait aussi, puisque ses droits d'auteur, qui étaient assez importants, il les a utilisés notamment pour donner de l'argent dans le Florida de Kaboul. Donc, moi, je ne voulais pas, parce que je voulais qu'il les utilise pour financer ses études, donc je lui dis n'oublie pas d'en garder pour tes études, quoi. Mais il voulait absolument le faire et il l'a fait, quoi. Et je soupçonne quand il a donné beaucoup d'argent. Alors, on va prendre une dernière intervention, puis ensuite on va pouvoir continuer à discuter soit autour des livres du bateau-livre qui sont derrière vous, les livres qui ont été présentés ce soir, et aussi le livre de Michel Jacquat, d'ailleurs, Poussière d'Est, qui traduit un parcours alors là, de l'Europe de l'Est, qu'on connaît peut-être moins. Donc vous pouvez trouver le livre là derrière vous au bateau-livre. Je crois qu'il y a aussi un verre qui est proposé par la médiathèque. Donc avant d'aborder ce petit moment convivial, on va prendre une dernière intervention. Non, juste 2 points. En fait, quand vous voyez la volonté politique en France, quels que soient les gouvernements, etc., de cacher tout ça, de maltraiter les gens, les soins, le manque de soins, le manque d'humanité, etc., comment voulez-vous qu'il y ait une volonté politique dans les écoles qui fasse qu'en fait on dise que l'immigration c'est bien? Déjà ça, en fait, c'est pas un enseignement qu'on leur donne à nos enfants. Si nous, en tant que parents, on ne sait pas leur ouvrir le cœur, l'esprit, etc., de toute façon, on ne fera jamais avancer les choses. Parce que la volonté politique, en fait, en ce moment, c'est justement de les cacher, de les faire vivre comme des chiens. Et ensuite, il faut savoir aussi qu'il y a des pays, pour citer le Vietnam par exemple, ça les arrange d'avoir des migrants. Parce que leur économie, en fait, elle est un peu. Ce sont des pays communistes qui s'ouvrent au libéralisme, etc. Pour autant, la mainmise de l'État est assez conséquente. Donc, avoir des migrants et les laisser partir, c'est aussi faire rentrer de l'argent au pays pour le développement économique du pays. Donc, il y a aussi une complicité, entre guillemets, de certains États, par l'intermédiaire des banques, parce qu'on peut prêter de l'argent à des gens, on parlait des passeurs tout à l'heure, mais quels sont les passeurs, quoi? Les passeurs, c'est pas forcément ceux qui vivent sur les camps. D'accord, pour la police, ça va être des passeurs, parce qu'en fait, ça va être eux qui ouvrent les camions. Mais pour autant, c'est pas eux qui s'enrichissent sur le système. Eux, ils vont se faire payer 100 € ou 200 € quand ils sont deux pour ouvrir un camion. Ça n'enrichit personne. Les passeurs, en fait, c'est des systèmes qui sont mafieux, qui sont vraiment à la tête. Pour autant, la police ne va jamais embêter ces personnes-là, puisque eux sont des gens qui sont assez établis dans leur pays d'origine et on ne peut rien y faire. Ou alors, ils sont trop gros, donc en fait, la police se contente de prendre les passeurs, et au fond, vendre des journaux, des gens qui prennent 2-3 ans de prison pour avoir ouvert des camions. Voilà, quoi. Pour moi, le système, c'est vraiment l'ouvrier, entre guillemets. C'est pas l'ouvrier sur lequel on devrait taper. Et voilà, pour la volonté politique, elle n'est pas du tout d'un côté ou de l'autre, même de la part de la police. La police, elle ne veut pas arrêter les têtes de réseau, elle n'a pas de quoi. Pour eux, ils ne se donnent pas les moyens, je ne sais pas comment ça fonctionne chez eux, mais en tout cas, eux, ils prennent Frottin, et voilà, ils en font des exemples qui, de toute façon, sont remplacés dans les 3 jours qui suivent, puisque des gens, il y en aura toujours, qui seront toujours maltraités, qui vont toujours aller ailleurs, parce que justement, ailleurs, c'est un peu mieux qu'ici. Oui, tu m'autorises à dire qui tu es. Annick Plagias est bénévole sur le camp de Angre, pour les Vietnamiens, et infirmière. Donc, tu passes quasiment tous les jours. Et depuis 5 ans, voilà, donc elle connaît bien la situation. Et c'était toi qui me disais, ils vont en Angleterre, ils passent 15 ans en Angleterre, ils se font un peu d'argent, et puis ensuite ils vont ouvrir une boutique à la maison au Vietnam. Et ils ne t'ont pas invité à venir les voir en Angleterre, ils t'ont invité à venir les voir au Vietnam quand tout ça, ça sera fini. Moi j'en connais tellement, ils ont tellement vu, entre guillemets, j'en garde beaucoup de contacts que je suis invitée partout. Mais
moment, il y a des gros soucis entre le Vietnam et la Chine. Et en fait, sur leur Facebook, parce que tout à l'heure on en parlait, ils ont tous mis le drapeau vietnamien, ils sont tous fiers de leur pays, etc. Leur rêve, c'est, enfin, les Vietnamiens n'ont pas une situation de conflit, etc. Où ils ont une politique dure, où on ne respecte pas forcément leur religion, l'homosexualité, toutes ces choses-là. La situation qui les fait partir, c'est économique avant tout. C'est que quand on gagne 50 centimes par jour et qu'il faut payer la santé et l'éducation de ses enfants, c'est très très compliqué. Donc voilà, c'est une situation économique. Ils n'ont pas, pour autant, ils n'ont pas eu une vie facile, mais ils n'ont pas connu tous ces conflits qu'ont les Érythréens et les Afghans, etc. Ça reste pour autant ça reste un parcours difficile quand même. Il y en a qui sont partis de chez eux depuis l'âge de 12 ou 13 ans aussi, et qui ont été trimballés à travers tous les pays d'Europe aussi. Mais personne ne souhaite vraiment rester en France, puisque de toute façon, les conditions d'accueil en France sont tellement difficiles que tout le monde essaye ailleurs. En Angleterre, en Allemagne, en Tchéquie, en Russie. J'ai une question, tu m'avais dit qu'il t'appelait Chi Ai, c'est ça? Ça veut dire quoi, Chi Ai? En fait, Ai, ça veut dire deux. Ça veut dire deux, enfin numéro 2. Donc moi, je suis sœur numéro 2. Voilà. C'est une façon... ils ne disent pas maman. Pas bon. Merci pour vos interventions. Merci à Nadège, à Geoffroy, à Haïdé d'avoir participé à cette soirée. Vous pouvez continuer à discuter avec eux et avec elles autour d'un verre, autour des livres. Voilà, merci à Leitmotiv et puis à la Médiathèque départementale et bien sûr à la Médiathèque de Méricourt pour votre accueil et votre attention. Bonne soirée.